Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons deux écoles, l'ENSTA et Isaïe Super-Héros, deux écoles pour nous présenter une formation commune, la formation ingénieur défense et sécurité. Alors pour nous en parler, deux invités de marque, co-directeur de la formation, Rémi Thibault, accompagné de la co-responsable, Caroline Bérard. Vous êtes aussi professeur d'automatique à l'Isaïe Super-Héros. Vous êtes tous les deux là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence avec le pitch. Et le pitch, Rémi, c'est vous qui allez nous le présenter. 60 secondes pour nous décrire cette formation dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêts? On va essayer. Eh bien alors, c'est à vous. C'est parti. Merci beaucoup. Donc voilà, effectivement, nous sommes ici pour présenter une formation qui est une nouvelle formation, alors qui hérite d'un socle qui existait auparavant, mais qui vient d'être repensé et surtout qui vient d'être associé à un périmètre ou à une architecture nouvelle, avec pour la première fois deux écoles qui créent une formation conjointe en co-certification, qui sont ENSTA et Super-Héros. Donc c'est la première fois que ce type d'association se fait au niveau d'un diplôme d'ingénieur. On est très fiers et plein d'enthousiasme par rapport au potentiel que ça apporte. Potentiel qui est lié à la valeur des deux écoles, à ENSTA et Isaïe Super-Héros, qui sont chacune des écoles leaders dans leur périmètre, dans leur domaine, et qui sont toutes les deux qui sont en sous-tutelle du ministère des Armées. C'est pour ça aussi, effectivement, qu'on retrouve cette association. Alors c'est une formation qui a été repensée par rapport à ce qui existait par avant, qui était principalement positionnée déjà à Brest sur le campus de ENSTA historique et puis à Toulouse sur le campus d'Isaïe Super-Héros. Donc la reconstruction de cette formation tourne en fait autour d'une nouvelle idée, qui est l'idée de produire une formation autour des grands systèmes d'armement et de la défense, les grands systèmes que sont le système naval, le système terrestre, les systèmes aérospatials et tout le périmètre du numérique et de la cybersécurité. Donc voilà, on est aujourd'hui dans une nouvelle aventure avec une formation qui s'adresse à des métiers de la conception et de la modélisation de ces systèmes-là, autour, encore une fois, des aspects de formation et de développement des systèmes d'armement. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, comment intégrer cette formation? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre à travers les admissions. Caroline, faut-il avoir fait l'armée pour postuler? Alors c'est une caricature volontaire, mais je pense qu'elle a son utilité. Non, mais on pourrait avoir des étudiants qui ont fait des lycées militaires, ceci dit. D'accord. Après tout. Mais non, bien évidemment que non. C'est une formation d'ingénieur, j'ai envie de dire, assez classique, qui va majoritairement recruter sur un concours après des classes préparatoires, même s'il y aura, comme dans la plupart des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, possibilité de recrutement du surtitre, au passage par l'université. Mais donc majoritairement du recrutement après classe préparatoire sur le concours Mines Télécom. Voilà. Alors je pose cette question parce qu'il y a deux statuts, civil ou IETA. Alors, ingénieur des études et techniques de l'armement. Oui, c'est ça. Et alors, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y a un lien peut-être plus fort avec l'armée, au-delà de celui qui a été évoqué par Rémi? Oui, alors, disons qu'il va y avoir deux voies de recrutement dans ce cursus. Un recrutement civil, classique, comme n'importe quelle école d'ingénieur, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y aura la possibilité de rentrer sous le statut militaire. Donc, au niveau du concours, il y aura deux voies de recrutement, pour les civils, pour les militaires, toujours sur le concours Mines Télécom. Et les étudiants qui feront le choix de rentrer sous statut militaire, effectivement, là, pour le coup, auront donc un statut militaire qui sera le statut d'IETA que vous avez évoqué précédemment. Et quelles sont les spécificités de ce statut? Alors, la première spécificité, ils ont une année supplémentaire. Leur première année est une année de formation humaine et militaire, un peu comme les élèves de l'école polytechnique, en fait. Et ensuite, ils font leur cursus en 3 ans. Donc ça, c'est la première spécificité. Ils ont une année supplémentaire, qui est ce qu'on appelle l'année 0. Deuxième spécificité, ils ont un statut militaire. Donc, ils sont rémunérés, ils sont militaires et ils doivent un certain nombre d'années aux armées. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Quelles sont les qualités, Rémi, que vous allez rechercher chez vos étudiants pour cette nouvelle formation? Alors, c'est ces formations d'ingénieurs, donc c'est des qualités d'abord scientifiques. On va recruter évidemment des très bons élèves, du moins c'est ce qu'on espère, avoir les meilleurs élèves possibles avec des compétences scientifiques. Après, la particularité effectivement de la formation, c'est que aussi bien du côté des IETA, mais également du côté civil, il faut évidemment avoir une sensibilité au niveau des systèmes d'armement. Alors, ce n'est pas unique, il n'y a pas que ça. On ouvre également à tous les métiers civils par ailleurs. Mais c'est vrai que dans la formation,
et dans le positionnement des écoles aussi, il y a aussi cet intérêt pour le développement et l'accompagnement de la défense, des grands enjeux de la défense au niveau national et la souveraineté qui va avec. Donc voilà, donc c'est aussi cette sensibilité-là qui est importante. Elle n'est pas primordiale, il n'y a pas d'élément de sélection, si ce n'est pour les IETA. Pour les élèves civils, c'est beaucoup plus ouvert. Mais effectivement, dans le discours, dans la façon dont on va présenter des exemples, les projets qui vont être portés dans la formation auront évidemment ce tropisme-là. Dernière question avant de passer au cliché. 3 campus, à quel moment on doit choisir? Au moment où on s'inscrit? Au moment où... comment ça se passe? Alors, on s'inscrit de façon commune à l'ensemble du dispositif et on se retrouve tous les élèves se retrouvent pendant 1 an à Brest pour une formation en tronc commun. Et c'est pendant cette année-là que les élèves, au travers soit du projet qu'ils avaient déjà établi au départ, soit au niveau de la découverte pendant cette première année des différentes possibilités, différentes options, eh bien, vont se proposer pour rejoindre l'un des 3 campus en fonction de l'option qu'ils ont choisie. Donc c'est une première année à Brest, et puis pour partie d'entre eux resteront à Brest, et les autres rejoindront le campus de l'ENSTA à Paris-Saclay et le campus de l'ISAE Super-Héros à Toulouse. Le sujet, ce n'est pas tant le campus que l'option, en fait. Et c'est là où on peut mettre en avant la pertinence du regroupement de ces 2 écoles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forte compétence en tout ce qui est cyber et IA sur le campus de Paris-Saclay. Il y a une compétence aéronautique et espace forte à Toulouse et il y a une compétence forte en naval et terrestre à Brest. Et donc ça donne avoir les 3 options, les 3 campus, et les étudiants vont choisir plus qu'un campus, en tout cas c'est ce qu'on va leur dire, ils vont choisir une option. Voilà. Très bien, choisir plus qu'un campus plutôt qu'une option. C'est peut-être le premier cliché qu'on aura démonté. Et alors pour les 2 autres, eh bien, c'est la rubrique des clichés. Les clichés, donc, sont ces idées préconçues. Faut-il faire l'armée? Faut-il choisir un campus plutôt qu'un domaine de spécialité? Bref, vous l'aurez compris. Caroline, quel serait le premier cliché, vous, qui vient à l'esprit lorsque j'évoque la formation dont vous êtes la co-responsable? Le premier cliché, ça va être de dire défense et sécurité. Je suis en prépa. Moi, j'ai tendance à dire il y a la moitié des étudiants en prépa qui ont des idées claires sur ce qu'ils ont envie de faire, et puis il y a l'autre moitié. Très amicalement, c'est le topin moyen. D'accord. En fait, il est là, il est bon en maths, il est bon en physique, il a envie de faire des sciences, mais il n'a pas vraiment d'idée dans quelle école il voudrait aller. Il a envie d'aller dans l'école qui va lui ouvrir le plus de portes et qui est la meilleure. Ouais. Voilà. Donc, forcément, quand on affiche une spécialité défense et sécurité, on peut se dire « Oh là là, mais je vais m'enfermer, je vais me retrouver… » Et bon, bien évidemment, c'est un cliché. Très bien, donc on n'est pas enfermé en défense et sécurité parce que ça s'appelle défense et sécurité. Non. Et vraiment, j'invite, chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec des étudiants en prépa, je leur dis, regardez les programmes. Il y a un an et demi de tronc commun où l'étudiant va faire du numérique, de la mécanique. Et après, il y a 2 semestres de spécialisation. Et je dis souvent, quand on fait un navire, un satellite, un lanceur, on a besoin d'avoir des compétences dans tous les grands domaines des sciences de l'ingénieur. Donc, même si c'est une formation qui s'affiche avec une spécialité, personnellement, je pense que c'est une formation très généraliste, même si elle est affichée avec une spécialité. Donc en fait, elle permet potentiellement de se spécialiser, mais elle n'empêche rien. Elle n'empêche rien. Elle ouvre encore plus de portes. Quand on sait construire un avion, un satellite, un navire, on sait tout construire. On peut construire une voiture. Une voiture, c'est pas compliqué. C'est pas faux. Rémi, quel est votre cliché? Alors le cliché, il est par rapport à la géographie. On a trois lieux qui sont très différents, à Toulouse, Paris, Brest, chacun avec ses particularités, chacun avec ses défauts, ses qualités. Donc le cliché, c'est de vouloir considérer qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, alors qu'en fait, c'est chacun dans sa spécialité est parmi le meilleur, sinon le meilleur. Quand on parle de naval, on parle à Brest forcément. Quand on parle d'aéronautique, on pense à Super-Héros naturellement. Quand on parle de cyber et numérique, c'est le campus de Palaiseau qui fait briller. Donc voilà, donc je pense que le cliché, ça serait d'imaginer qu'il puisse y avoir une spécificité, une différence suivant le campus qu'on va choisir. Et pas non plus de différence dans la reconnaissance du diplôme. C'est pas parce que j'ai étudié plus longtemps sur un des 3 campus que je vais avoir plus ou moins la cote. C'est ce que je disais tout à l'heure au départ, c'est que c'est une première, c'est la première fois en France que 2 écoles s'associent avec un diplôme qui est le même diplôme, exactement le même, avec la signature des 2 directeurs ou directrices. Donc c'est vraiment quelque chose qui effectivement, il n'y a pas de différence, quel que soit le campus, eh bien on a le même diplôme. Entendu, vous l'aurez compris, qui peut le plus peut le moins. Si vous pouvez envoyer des satellites dans l'espace, vous pourrez faire rouler des voitures sur Terre et en même temps, où vous soyez en France, ce sera la même reconnaissance. Que fait-on concrètement maintenant? Eh bien, c'est l'heure du programme.
Vous l'avez dit, Caroline, 2 écoles, Isae Super-Héros, l'ENSTA. En quoi elles sont complémentaires? Quelle synergie il existe? Pourquoi est-ce que ça a été la combinaison de ces écoles pour faire émerger ce premier Alors, diplôme? je pense que ça a été évoqué tout à l'heure par Rémi. La première chose, les 2 écoles dépendent du ministère des Armées et ont pour mission de former donc, les IETA dont on a parlé là et ce qu'on appelle les ingénieurs de l'armement. Donc, de facto, ce sont des écoles qui sont sous la même tutelle, qui est la tutelle de la Direction générale pour l'armement. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, les domaines de compétences et d'expertise finalement des écoles sont assez complémentaires et finalement permettent de recouvrir l'ensemble des domaines des armées, le naval, le terrestre, la cyber, l'aéronautique, le spatial. Donc voilà, c'est assez naturellement. Alors d'abord, ça a été une demande qui est venue de la Direction générale de l'armement, qui nous a demandé de travailler ensemble pour mettre en place un programme de formation des IETA et bien évidemment aussi des civils. Donc en fait, tout était là sur la table pour mettre en place ce programme-là. C'est un domaine qui est secret et compliqué, c'est comme ça que je le décrirais. Voilà, c'est la défense, il y a quelque chose de... Voilà, c'est secret défense, moi c'est un peu comme ça que je vois la sécurité. Et vos étudiants vont devoir faire des stages. Comment vous les aidez justement? Parce qu'on ne va pas faire un stage défense et sécurité dans n'importe quelle entreprise. Alors, d'abord, c'est pas si secret que ça. D'accord, Alors, c'est mon fantasme, ouais, mon cliché à moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même toute une dimension qui est générique, qui est le métier de l'ingénierie au sens large du terme, qu'on construit un avion, qu'il soit militaire ou civil, ou qu'on construit un bateau militaire et civil, il y a tout un socle qui est commun et qui fait qu'il n'y a rien de secret. Et donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de spécificité par rapport à ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est une formation qui est très ouverte d'un point de vue des grands domaines de l'ingénierie. On a aujourd'hui dans nos écoles, et à l'ENSTA et à l'ISAE Super-Héros, des tas d'étudiants qui travaillent dans le domaine de la défense et dans le domaine de l'industrie de la défense. Les MBDA, les Airbus, les Safran, les Naval Group, les Thales, ce sont des entreprises du secteur de la défense en fait. Donc on a déjà plein d'élèves qui travaillent dans ces secteurs-là et qui font plein de stages et qui se font embaucher et qui dirigent, etc. Pas de problème de ce côté-là. Quelles sont les matières? Moi, je sais quoi, ça va être conception d'un drone, par exemple. Ça peut être une matière. Alors, c'est un bon exemple. Alors, en fait, il y a un socle commun qui est le socle scientifique d'un ingénieur en capacité de concevoir, d'analyser, d'étudier des systèmes de grande complexité. Ça, c'est le base, le socle. Et puis après, on a gardé volontairement sur l'ensemble du cursus les 2 piliers qui sont associés à ces grands systèmes, qui sont le pilier de la conception et de l'architecture, qu'on va résumer dans le mot de la mécanique, même si ça ne se résume pas à ça. Et puis l'autre domaine, qui est le domaine du numérique, dans lequel on a toute l'intelligence artificielle en particulier, et puis toute la partie de robotique. Donc finalement, quel que soit le domaine dans lequel on va, eh bien on retrouve ces 2 composantes-là, et qui sont plus ou moins approfondies suivant le choix des élèves par rapport aux stages qu'ils vont faire. Par exemple, ils pourront se spécialiser ou par rapport au projet qu'ils vont choisir. Ils pourront se spécialiser avec un tropisme plutôt mécanique ou un tropisme plutôt numérique, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment à la fin d'avoir une approche très système et d'être en capacité d'étudier et d'analyser ces grands ensembles, ces grands porteurs, non pas vis-à-vis d'une approche disciplinaire, mais d'une approche système. Le système, c'est un porte-avions. Le système, c'est un avion de chasse. Le système, c'est un sous-marin. Et à partir du moment où on réfléchit à une échelle du système, eh bien, on a une vision et une approche de la conception qui est différente. Vous parlez de projet. Quel type de projet? J'ai vu qu'il allait y avoir 4 grands projets sur l'année. Il va y avoir aussi quand même de l'application concrète directe, parce que je mets un ingénieur, il apprend aussi sur le terrain, il a besoin d'avoir des outils entre les mains. Tout à fait. Alors c'est aussi, on est dans la normalité des diplômes d'ingénieur. On est une formation qui est aussi très pratique. Alors la particularité de cette formation-là, c'est que dans les projets, en particulier en première année, on les positionne sur des projets autour de l'innovation de défense, quelque chose qui est assez particulier, aussi bien dans les thématiques abordées que les modalités de mise en œuvre, mais sinon on retrouve des projets qui sont des projets de conception, d'études, d'analyse, et on finit à la fin d'ailleurs en dernière cursus par un grand projet autour d'un grand système, un système complexe que l'on traite de point de vue global. On parle beaucoup donc de ces projets en lien avec les métiers de l'ingénieur, l'armement, la sécurité, la défense, l'IA, bon. Mais il y a aussi en filigrane langue, sport et sciences humaines.
Pourquoi ce choix-là? Alors, ce n'est pas un choix très original, parce que comme l'a dit tout à l'heure Rémi, en fait, toutes les écoles d'ingénieurs intègrent cette dimension-là dans leur formation. C'est d'ailleurs une exigence de la commission des titres d'ingénieurs. Donc voilà, alors après, indépendamment de cette formation, quel est l'intérêt à ce qu'il y ait ça? Un ingénieur, c'est un être humain qui se meut dans une société, qui va travailler en équipe, qui va gérer des gens. Et souvent, finalement, on se rend compte que les problèmes qu'on peut avoir sur les projets, ils ne sont pas techniques et scientifiques. Ils sont humains. Ils sont plutôt humains. Ils sont relationnels. Donc, voilà. Ouais. Et si je peux me permettre, je peux compléter effectivement, et c'est aussi une problématique qui est très vraie dans le domaine de la défense, où l'aspect humain est très important. C'est-à-dire comprendre le pourquoi et donner du sens à la démarche d'ingénierie. Donc là, il y a aussi on profite de cette formation aussi pour aborder la logique du sens, les grands enjeux qui vont avec, et puis après, une tête bien faite, dans un corps bien fait, c'est connu, hein, ça fait partie des bases du raisonnement. D'ailleurs, dans toutes les écoles du ministère des Armées, vous avez les terrains de sport, les salles, tout ça, ça fait complètement partie de la logique de formation. Je pensais, effectivement, quand vous dites, à l'éthique même, c'est presque une dimension philosophique dans la défense, dans la sécurité. Alors, est-ce qu'ils sont aussi sensibilisés à ça, aux étudiants, de savoir, vous êtes travaillé sur des projets et il faut aussi être même armé intérieurement, j'entends. Oui. La particularité de ce cursus par rapport à d'autres cursus, c'est que tout le tronc commun humanité, on va dire, il va être tourné sur ces questions-là, sur des questions de géopolitique, d'éthique, de la défense, etc., plus que ça ne l'est dans les cursus généralistes de nos deux écoles. Donc oui, ce sont des sujets importants. Oui. Quel est le mot que vos étudiants veulent le plus entendre? Ou celui que vous aimeriez qu'ils entendent le plus? Engagement et courage. Je dis deux. C'est pas grave. Ouais. C'est écrit en un seul mot si on ne met pas d'espace. Engagement et courage, bien sûr. Et pour vous? Moi, j'aurais mis système. Système, parce qu'effectivement, ce qu'on souhaite, c'est que l'élève ne soit pas attaché uniquement à une discipline. Ce n'est pas un mécanicien, ce n'est pas un numéricien. C'est quelqu'un qui a une approche système, qui comprend l'ingénierie en prenant un peu de hauteur, aussi bien par rapport à sa conception, mais également par rapport à son intérêt, par rapport à son avenir, son évolution et son positionnement. Bon, ça répond en partie aussi à ma question. Je voulais savoir la leçon que vous souhaitiez leur transmettre, mais du coup, ça se rejoint. Peut-être une dernière question avant de passer au débouché. Est-ce qu'on peut parler de mobilité à l'international sur ce diplôme? Est-ce qu'on peut aussi aller avoir peut-être, alors je ne sais pas si c'est un double diplôme parce que c'est déjà presque un double diplôme en soi, mais est-ce qu'il y a aussi ces options-là? Je vous arrête. Ça n'est pas un double diplôme. D'accord. C'est un diplôme unique en co-délivrance. Et c'est en ce sens que c'est une première. Ça n'est pas un double diplôme. Très clair. Les étudiants, il faut qu'ils sachent, ils sont diplômés des deux écoles au travers de ce diplôme. Ils ont accès au réseau des alumni des deux écoles, à tous les réseaux des deux écoles. Ce n'est pas un double diplôme. Entendu. Qu'ils l'entendent bien là, ce n'est pas un double diplôme. Ce n'est pas un double diplôme. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'aurais mieux fait de ne jamais le dire. Alors, est-ce qu'ils ont la possibilité à ce moment-là, en plus de cette co-délivrance, d'avoir une mobilité internationale ou des doubles diplômes? Alors, c'est une mobilité internationale, c'est une obligation en fait. Là, pareil, c'est un diplôme d'ingénieur qui suit les standards imposés par la commission des titres d'ingénieur. Cette mobilité internationale, au niveau de la formation, elle sera possible en substitution du deuxième semestre de la deuxième année. Elle sera possible au travers du stage de recherche de deuxième année. Elle sera possible dans le cadre d'un double diplôme en remplacement de la troisième année. Et donc, bien évidemment, il y aura des doubles diplômes possibles pour ce cursus-là, comme n'importe quel diplôme d'ingénieur. Et juste pour préciser, en fait, on s'appuie... J'ai dit tout à l'heure, on s'appuie sur le socle de la formation historique, IETA et civile, qui est portée dès aujourd'hui par le site de Brest et par Supaéro. Et dans ce cadre-là, déjà, depuis de nombreuses années, les élèves civils et militaires font des mobilités à l'international et des doubles diplômes. Donc sur ce périmètre-là, il n'y a pas de changement. Très bien, donc ce n'est pas un double diplôme, c'est co-délivré, vous l'avez compris. Et donc, pour l'international, on va s'appuyer sur les réseaux internationaux des deux écoles. Vous imaginez le truc, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est multiplié par multiplié, donc c'est au carré, d'une certaine manière. Alors que fait-on maintenant, une fois qu'on a ce diplôme en poche? Eh bien, c'est la question des débouchés. Vous l'avez dit dans le pitch, Rémi, cette formation, elle est nouvelle. C'est une première en France. Comment est-ce que vous pouvez certifier à vos étudiants qui vont trouver du travail, par conséquent? Est-ce que je peux le certifier? Je ne pense pas que je peux le certifier, mais il faut être optimiste. Je pense que la majorité aujourd'hui des écoles, des formations d'ingénieurs ont un succès au niveau de l'emploi qui
qui n'est pas discutable. Donc on est dans ce périmètre-là, il n'y a pas d'interrogation sur le fait qu'on est dans une formation pour laquelle il y aura du travail. La particularité, c'est le fait qu'il y ait dans une promotion deux populations, une population qui est déjà dans le cadre d'un métier qui est celui d'IETA. Donc là, les débouchés, elles sont naturels, puisque à l'issue du concours, l'élève sera déjà recruté par le ministère des Armées et a un engagement de plusieurs années dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas de question et d'interrogation sur les débouchés, il y a plutôt une question et d'interrogation sur le type de métier qu'ils feront dans la DGA, parce que la DGA, c'est une structure qui est très complexe, enfin pas complexe, mais qui est très large et a plein d'opportunités. Et puis pour les civils, on est aussi dans des débouchés traditionnels du diplôme d'un ingénieur, avec les métiers de l'étude et de la conception de système. Caroline, vous en parliez dans les clichés, ce ne sera pas forcément que des métiers en lien avec la défense et la sécurité. Alors peut-être pour avoir une question un peu plus large, quels sont les métiers auxquels vous allez préparer? En fait, les métiers, c'est tous les métiers d'ingénieur. Parce que ingénieur, ce n'est pas un métier en tant que tel. Derrière le mot ingénieur, en fait, il y a 36 000 métiers. Après, on adresse des industries qui sont ce qu'on appelle duales, en fait. C'est-à-dire qu'Airbus fait du civil et du militaire. Thales fait du civil et du militaire. Donc, en fait, ces étudiants-là, voilà, je vous ai cité 2 entreprises, on pourrait parler de Naval Group, donc toutes ces entreprises-là, qui sont quand même des entreprises de premier rang en France, sont susceptibles d'embaucher nos étudiants. Il faut bien comprendre que quand on a monté ce cursus, on a monté aussi ce cursus avec les industriels. D'accord. On a fait un certain nombre de réunions, d'interviews, quels sont vos besoins, est-ce qu'une formation de ce type-là, et on commence déjà à être sollicité par des industriels qui nous disent non, mais on a envie d'intervenir, comment on pourrait nous-mêmes apporter notre pierre à l'édifice, etc. Donc, comme le disait Rémi, tout peut s'effondrer, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de crainte quant à l'embauche de nos futurs diplômés. Le risque zéro n'existe pas. Et puis on s'adresse aussi à une communauté qui est incarnée, qu'on appelle la BITD, qui est la base industrielle et technologique de défense. C'est une dizaine de grands groupes, ça a été cité, Thales, Naval Group, Airbus, et puis plusieurs milliers de PME, PMI qui travaillent dans ce domaine-là. Certaines, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sont très confidentielles, donc on est un peu curieux d'aller voir ce qu'il y a dedans. Absolument. Mais il y en a plein qui sont duales et qui font d'autres choses. Donc c'est vrai que ça s'adresse à un milieu industriel et un milieu professionnel qui est très large et qui offre plein d'opportunités pour nos diplômés. Donc non seulement, vous pouvez leur certifier, mais en même temps, ça a été créé, c'est une co-création bien sûr. avec les entreprises aussi, ce qui permet d'avoir une certaine aisance sur le fait de se dire qu'il y a un besoin, il y a une demande. Quelle place occupe la recherche et l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y en a une? Alors, il y a un stage de recherche obligatoire. Alors, on pourrait vous dire, comme ça se dit dans toutes les écoles d'ingénieurs, que de toute façon, les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs et qu'au travers de leurs cours, ils font passer, etc., etc. Mais en plus, ce qui est vrai, bien sûr. Ce qui serait vrai. Voilà, donc il y a ça. Et en plus, il y a une obligation d'une expérience de recherche, d'un stage de recherche de 2 mois minimum qui s'opère pendant la 2e année, à la fin de la 2e année. Donc, voilà. Et puis, au travers des projets, on peut considérer qu'on va aussi venir toucher ces questions-là. Et puis, peut-être que dans certains cas, il y a certains masters qui seront possibles en 3e année, en parallèle de la 3e année, comme ça se fait dans les autres écoles d'ingénieurs. Donc, là aussi, on est sur des standards, en tout cas sur des standards de nos écoles, de l'ENSTA et de l'ISAE Supaéro, où la question de la recherche est quand même au centre un petit peu de la formation. On parle d'excellence scientifique, Et quand on parle encore une fois des objets que l'on vient de citer, de la cyber, du naval, du spatial, on parle recherche forcément, on parle science forcément, et on parle forcément excellence, quoi. Voilà. Entendu. Il y aura donc un métier à la sortie qui vous intéressera, qui vous passionnera à un très haut niveau. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure, c'est l'heure du temps additionnel. Puis vous l'aviez évoqué également, deux réseaux pour le prix d'un. Ça aussi, c'est non négligeable. Rémi, quelle serait votre conclusion? Alors, c'est l'heure de peut-être rajouter un élément qu'on a déjà cité, plutôt réitérer un élément qui a déjà été cité, ou à l'inverse, rajouter un nouvel élément, ou simplement un résumé un peu global de ce qui a été dit. Alors, pas forcément résumé, mais simplement exprimer, d'avoir une conviction. La conviction, c'est le fait qu'on a bien réfléchi à une formation qui est pertinente par
par rapport aux besoins, qui répond à plein de questions et plein d'intérêts. Donc ça, je pense que c'est un élément fort. C'est un travail sur lequel on a mis autour de la table beaucoup de monde, nos potentiels de nos deux écoles, et c'est peu de le dire. Et puis aussi une vraie réflexion sur le projet professionnel et l'ambition professionnelle autour des ambitions de la DGA et de la BITD. Donc voilà, mon propos, c'est d'être convaincu sur le fait qu'on a, sur le papier en tout cas, quelque chose qui est pertinent et qui a un très fort potentiel. Merci beaucoup Rémi. Caroline? Alors moi j'ai envie de m'adresser aux petits jeunes là qui sont derrière, et j'ai envie de leur dire, et ça vaut pour cette formation mais ça vaut pour toutes les formations, allez regarder ce qu'il y a derrière le nom d'un diplôme, allez regarder les programmes, allez regarder comment est structurée la formation. Voilà, quand on dit elle est généraliste, elle est spécialisée, creusez un petit peu, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, bon, ça fait des années que je fais ce métier. J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses et je n'ai jamais porté, j'ai eu la chance de ne porter que des projets dans lesquels j'étais intimement et profondément convaincue. Et là, je suis sûre qu'on a fait un super programme, en fait. Super programme. Voilà. Parfait. Donc, si vous aussi, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Si vous aussi, vous souhaitez mener un projet sur lequel vous serez intimement convaincu, la formation d'ingénieur défense et sécurité ENSTA Isae Super-Héros en co-délivrance, vous l'avez compris, un cursus unique de haut niveau au cœur des hautes technologies, de l'innovation et des enjeux stratégiques. Apprenez à concevoir et piloter les systèmes les plus complexes. Si cela vous intéresse, alors à ce moment-là, cette formation est faite pour vous. Merci d'avoir regardé Campus Net. Je vous dis à très bientôt.